Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Le 5e pont d'Abidjan, pont de Cocody, inauguré hier samedi par le chef de l'État Alassane Ouattara, baptisé du nom du président de la République. Il vous permettra de rallier les communes de Cocody et celles du plateau en un temps record. La personnalité, population, usagers de la route salue la construction de ce pont qui assurément partagera l'affiche des cartes postales avec les monuments les plus célèbres de Côte d'Ivoire. Nous irons à Lourdes en France pour suivre le chemin de croix observé par les pèlerins catholiques ivoiriens. Moment important pour la consolidation de leur foi. À suivre dans cette édition le compte-rendu de notre reporter Grace Cando, envoyé spécial de la RTI dans le cadre de ce pèlerinage en France. Sur la situation au Niger, une délégation de religieux du mouvement wahhabite a été reçue à Niamey hier samedi. Ces religieux ont rencontré le Premier ministre nommé par la junte Ali Mahaman Lamine Zayn qui les a accueillis sur le tarmac de l'aéroport. Ils se sont entretenus avec le chef de la junte Abdourahmane Tiani en personne au sein du palais présidentiel. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour. La peste porcine africaine, que vous inspire cette maladie ? Une épidémie de peste porcine africaine sévit en ce moment en Côte d'Ivoire. Des mortalités suspectes de porcs ont été signalées et ont permis de sonner l'alerte. Cette maladie causée par un virus touche les porcs domestiques et sauvages avec un taux de mortalité pouvant atteindre 100% dans les élevages. La peste porcine africaine en Côte d'Ivoire, quel risque pour le développement de l'élevage dans notre pays ? C'est autour de ce sujet que nous échangerons avec notre invité ce 13 h, le docteur Kalo Vessali. Il est le directeur des services vétérinaires au ministère des Ressources animales et halieutiques. Docteur Kalo Vessali, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors nous échanges auront cours dans une demi-heure, mais avant regardons à cette autre actualité en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, vous l'avez longtemps regardé de loin, de sa conception à sa finition, appréciant progressivement chaque étape de sa construction. Le pont à haubans de Cocody, ou le 5e pont d'Abidjan, a été inauguré hier samedi 12 août 2023 par le chef de l'État Alassane Ouattara. Ce pont est baptisé du nom du chef de l'État. Il mesure 630 mètres de long et s'établit comme la passerelle qui vous permettra de rallier les communes de Cocody et celles du plateau en seulement quelques minutes. Viviane Aïma. Infrastructure de grande utilité publique qui allie à son caractère fonctionnel sa belle apparence d'œuvre d'art. Le premier pont à haubans de Côte d'Ivoire a été inauguré officiellement ce samedi 12 août 2023 par le président de la République Alassane Ouattara. Dressé sur d'immenses poteaux avec son imposant pylône qui se lance à 108 mètres dans le ciel et ses 27 câbles au total qui lui donnent l'allure d'une gigantesque harpe, malgré l'envergure de l'ouvrage et surtout l'intérêt suscité par sa construction auprès des Abidjanais qui ont suivi quotidiennement pendant 48 mois chaque étape de sa réalisation. La cérémonie d'inauguration ce samedi 12 août s'est voulu modeste en raison du deuil qui frappe le pays. Avant l'ouverture du pont qui va assurer une desserte directe entre la commune de Cocody et celle du plateau, l'autorité coutumière a été conviée pour l'invocation des esprits des mânes, afin qu'ils accordent leur agrément et conjurent tout mauvais sort. Puis le ministre-gouverneur du district d'Abidjan a salué à son tour au nom des populations la portée sociale de l'ouvrage. Heureux de l'achèvement de ce bel instrument de communication qui permettra le transit de plus de 30 à 50 000 véhicules par jour entre la commune de Cocody et celle du plateau, selon les statistiques du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Heureux sommes-nous que ce ouvrage soit achevé. Ce faisant, non seulement le temps de parcours est amélioré de plus de 80%, mais émerge une dynamique esthétique dans laquelle vous inscrivez l'évolution du pays dans un cadre où les gains économiques s'affichent des plus positifs. C'est pourquoi, Excellence Monsieur le Président de la République, au nom des populations d'Abidjan, je voudrais vous exprimer toute notre admiration et notre reconnaissance. Monsieur le Président, Nancy, Le gouvernement a bénéficié pour sa réalisation du soutien financier de la Banque islamique de développement qui se veut un appui constant.
au gouvernement ivoirien dans la réalisation de plusieurs projets d'infrastructure. Faut-il rappeler, la construction de cet ouvrage s'inscrit dans le cadre d'un projet beaucoup plus vaste, celui de l'aménagement et de la valorisation de la baie de Cocody, d'un coût total de presque 530 millions d'euros, dont plus de 260 millions d'euros représentent la participation de la Banque islamique de développement. Excellences, Monsieur le Président de la République, la Côte d'Ivoire trouvera toujours auprès du groupe de la BID un partenaire fiable de premier plan. Ce magnifique ouvrage que l'on inaugure aujourd'hui est très certainement emblématique de notre coopération. Une coopération qui a débuté en 2002 et qui n'a cessé de se renforcer au fil des années, avec des financements cumulatifs approuvés, totalisant 2438 millions de dollars américains. Pour sa part, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, très fier de remettre ce samedi l'ouvrage entièrement terminé, n'a pas tari de remerciements à l'endroit du président de la République, initiateur de cette belle infrastructure. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, il y a maintenant 4 ans, précisément le 22 mars 2019, que le Premier ministre d'alors, Feu Amadou Gon Coulibaly, procédait au lancement officiel des travaux de construction de cet ouvrage, sous les regards parfois interrogateurs de l'assistance, qui sans nul doute s'inquiétait de l'immensité de la tâche à accomplir au vu des plans futuristes qui étaient présentés. Excellence, Monsieur le Président de la République, je reste convaincu que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens retiendront que c'est avec vous qu'Abidjan a vu la construction du 3e pont, du 4e pont qui doit relier la commune de Yopougon à Adjamé en passant par Atekoubé, et ce 5e pont sur la lagune Ébrié, ainsi que la construction de plusieurs échangeurs. L'ouvrage qui sera livré ce jour, constitué de 2 ponts qui portent sur un total de 1,6 km. Il comporte le pont principal qui est juste derrière nous, au Bané, de 630 mètres de long, 25 mètres de large, reliant le plateau à Cocody, dont 200 mètres sur la section au Bané. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu mettre de piliers dans l'eau, donc ce sont les câbles qui sont vers ici qui tiennent le pont. Des viaducs d'accès, donc pour accéder du côté de Cocody, de 258 mètres linéaires, permettant un raccordement direct sur le boulevard de France, et enfin d'un pont pour permettre de passer du boulevard lagunaire donc au pont. Excellence, Monsieur le Président de la République, la finalisation de ce projet d'envergure a suscité la réalisation d'un sondage sur la perception par les usagers des impacts de cet ouvrage et bien plus son appellation, je dis bien son appellation à son ouverture. Il en est ressorti de l'avis de l'ensemble des usagers approchés que ce pont soit baptisé du nom de son initiateur, qui n'est autre que vous, Excellence, Monsieur le Président de la République. Des distinctions honorifiques ont été décernées aux cadres et responsables de haut niveau qui ont travaillé sur le projet et permis son aboutissement. Les ouvriers qui ont travaillé à sa réalisation ont reçu pour leur part, de la part du président de la République, une enveloppe de 20 millions de francs. S'exprimant, le président de la République a tout d'abord rendu hommage à son aîné, le président Henri Konan Bédié, décédé le 1er août dernier. Le président de la République a félicité la qualité de l'ouvrage réalisé et a annoncé l'inauguration prochaine de nouvelles infrastructures et la mise en chantier de plusieurs autres, avant d'endosser le nom de baptême du 5e pont d'Abidjan. Je vous prie de vous lever et d'observer 1 minute de silence à la mémoire de mon aîné, mon grand frère, le président Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, qui nous a quittés le 1er août dernier. Et comme vous le savez, nous avons décrété un deuil national de 10 jours qui a pris fin hier, et c'est ce qui nous permet de procéder à l'inauguration de ce pont aujourd'hui.
chers frères, chères sœurs, l'événement qui nous réunit aujourd'hui est exceptionnel. En effet, il s'agit de l'inauguration d'une œuvre architecturale d'une rare beauté qui donnera encore plus d'éclat à notre capitale économique et contribuera ainsi à son rayonnement. Abidjan, notre capitale économique, se transforme tous les jours. Oui, elle se modernise. Nous voici réunis aujourd'hui pour ouvrir cette belle œuvre architecturale qui relie désormais la commune du Plateau à celle de Cocody. Alors, souvenez-vous, à l'occasion de l'inauguration du pont Henri Konan-Bédier, mon aîné avait dit, cet ouvrage, ce pont vaut un autre mandat. Il avait les formules simples. Donc moi je dirais, ce pont vaut plusieurs autres mandats. Cet ouvrage qui constitue un atout touristique de premier ordre pour notre pays est le fruit de la collaboration entre des hommes de grand talent et des structures aux compétences complémentaires. Félicitations à tous pour ce beau et majestueux ouvrage qui surplombe l'espace par sa forme géométrique extraordinaire. Le développement des infrastructures va se renforcer avec l'ouverture très prochaine du pont Yokubon-Atekoubé, plateau, et de l'autoroute de contournement, qui s'appelle l'autoroute Y4, du doublement de la route de Dabou jusqu'au carrefour Jacquesville, du doublement de la route de la prison civile jusqu'au péage de Thomaset, du prolongement du boulevard Latry et de la finalisation de la phase 2 de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise ainsi que celui de la mairie d'Abobo. En somme, ce sont plus de 200 km de voirie et plusieurs ponts et échangeurs qui ont été réalisés dans le Grand Abidjan afin d'y faciliter les conditions de déplacement des populations et par conséquent de renforcer leur confort. Outre les travaux entrepris dans la ville d'Abidjan, plusieurs villes de l'intérieur du pays ont enregistré des travaux de bitumage de leurs voiries. C'est ainsi que les voiries existantes de la ville de Yamoussoukro ont fait peau neuve avec environ 90 km de routes qui ont été réhabilitées. Honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais vous assurer que nous maintiendrons ce cap pour le bien-être de nos concitoyens et bien évidemment de toutes les populations vivant dans notre beau pays. C'est le sens du grand programme d'infrastructure lancé par le gouvernement de Patrick Hachi, qui, avec ses prédécesseurs depuis 2012, a permis d'investir plus de 3 000 milliards de francs CFA dans le secteur des infrastructures routières. Nous comptons poursuivre ce programme à travers le plan national de développement 2021-2025. À cet égard, je suis heureux aujourd'hui de vous annoncer que l'autoroute du Nord est aux portes de la ville de Bouaké. Oui, nous procéderons dans quelques jours, je dirais avant la fin de ce mois, à l'inauguration de la section Thiébissou-Bouaké de l'autoroute du Nord. Le ministre Amédée, tout à l'heure, a dit que vous avez souhaité baptiser ce magnifique pont de mon nom. Je dois dire que cela revenait à quelqu'un d'autre.
que je ne nommerai pas. Mais j'espère que nous allons le faire prochainement. Mais je suis très fier, très fier de votre proposition. Je vous exprime toute ma gratitude pour l'honneur qui m'est ainsi fait. Et j'accède donc à votre requête à m'aider. Merci de m'honorer. Et je voudrais donc dire maintenant que je déclare ouvert le pont Alassane Dramane Ouattara. Vive la République! Pour joindre l'acte à la parole, le président de la République a découvert la stèle portant le prestigieux nom du pont et a procédé à la coupure du ruban symbolique, ouvrant ainsi la voie à la circulation sur le majestueux pont Alassane Ouattara d'Abidjan. Un reportage signé Viviane Haïma et les personnalités présentes à l'inauguration du pont de Cocody n'ont pas manqué de réagir au micro de nos reporters déployés sur le terrain. Nous assistons ce jour à l'inauguration d'un joyau, quelque chose qui change totalement la physionomie du plateau et de Cocody et de la Côte d'Ivoire. Ce qui démontre bien le travail important qui est fait par le président de la République depuis une douzaine d'années. Et il faut s'en féliciter, il faut vraiment reconnaître qu'il y a un bon travail, un excellent travail qui est fait. Ce 5e pont est l'expression de la Côte d'Ivoire nouvelle, conformément à la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et il vient consacrer la transformation de l'économie telle qu'annoncée il y a 12 ans. Cet ouvrage est aujourd'hui l'une des fiertés des Ivoiriens que nous sommes, une des fiertés de nous qui avons compris qu'il faut soutenir l'engagement du président de la République à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Les preuves sont là. Nous voudrions pouvoir vraiment prier pour que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, continue de gratifier ce pays de si beaux ouvrages. L'ouvrage va en rajouter à la mobilité des automobilistes d'Abidjan et en rajouter également à la beauté de notre capitale économique. En tout cas, bravo au président Alassane Ouattara qui chaque jour, par ses œuvres, modernise notre capitale. C'est un moment de fierté nationale de voir un tel ouvrage qui vient compléter la panoplie des ouvrages herculéens que le président réalise pour le pays et qui transforme le visage d'Abidjan, qui transforme toute la Côte d'Ivoire. Et on est heureux d'être témoins de ces moments uniques, ces moments exceptionnels. Et nous disons encore toute notre reconnaissance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, au vice-président, au premier ministre, à l'ensemble du gouvernement et à la population ivoirienne qui le soutient dans ce travail de construction, de transformation de notre pays. On est simplement fiers. Et à la suite de la coupure du ruban et du dévoilement de la stèle, le président de la République Alassane Ouattara s'est offert une visite de l'ouvrage, une visite suivie par notre reporter Mahama Traoré. Le pont Alassane Ouattara, nom de baptême du 5e pont d'Abidjan, comme pour témoigner la reconnaissance du peuple ivoirien au président Alassane Ouattara pour la construction de 1500 routes neuves à travers le pays depuis 2011. Reconnaissance symbolisée par cette plaque métallique à l'effigie du chef de l'État, bâtie dans l'emprise de cet ouvrage au niveau de l'échangeur donnant sur le boulevard lagunaire. Poursuivant sa visite du pont portant son nom, le président Alassane Ouattara marque une escale au niveau des haubans, notamment les 11 érigés du côté de la commune du Plateau. Avec les explications du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, il contemple l'édifice doté de systèmes lumineux à la tombée de la nuit. La visite va se poursuivre par une présentation du vaste chantier d'aménagement de la baie de Cocody, un projet qui devrait amorcer dans les mois à venir sa phase d'embellissement à des fins touristiques. Le chef de l'État n'a pas manqué de traduire ses félicitations et encouragements aux acteurs du projet avant de poursuivre son chemin sur l'étendue du 5e pont pour rallier sa résidence. À sa suite, les premiers usagers n'ont pas boudé leur plaisir d'emprunter le pont à haubans Cocody Plateau. Et à suivre la réaction des populations recueillies par nos reporters. Dis vraiment merci au chef de l'État
M. Alassane Ouattara, parce que au nombre des ouvrages, on nous ajoute un, et l'un des plus beaux, pour ce que je sais, parce qu'on n'avait jamais eu un tel pont encore en Côte d'Ivoire. Mais lui dit merci. Merci parce que c'est un bel ouvrage, mais surtout parce que ça permet le désengorgement de la circulation donc des voies d'Abidjan, et notamment au niveau du village, qui était beaucoup pressé par la grande affluence des véhicules. Donc nous ne pouvons qu'être heureux et lui dire une fois encore merci. C'est un ouvrage qu'on attendait depuis longtemps pour relier les deux communes très importantes de la Côte d'Ivoire, qui sont le Plateau et Cocody. Et c'est un ouvrage gigantesque, c'est digne de la Côte d'Ivoire. Et nous disons merci au président de la République pour le travail. Vraiment, c'est un grand avantage de un, parce que ça va réduire nos trajets. Voilà, et puis ça va nous permettre de gagner en temps. Et puis vraiment, aujourd'hui, reconnaissons qu'avec la circulation à Abidjan, c'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, moi, c'est une fierté pour moi de pouvoir passer sur ce pont-là. Je suis un Centrafricain et ce que j'ai vu ici, ça fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Et je félicite beaucoup le président Alassane Ouattara qu'il a un bon foi pour construire le pays. Il faut que les Ivoiriens soient fiers du président Alassane Ouattara. Toute la Côte d'Ivoire est en chantier. Tout le pays est en chantier. Et ce n'est pas seulement à Abidjan. Et voilà encore le pont que nous venons d'inaugurer, qui fait pour nous une fierté. Nous sommes très, très, très heureux. Nous ne pouvons que vraiment prier Dieu afin qu'il lui accorde une longévité, une santé de fer, une santé inoxydable. Franchement, ce pont, c'est un chef-d'œuvre. On ne pouvait pas rester en marge. Il fallait venir vivre l'événement en direct. La Côte d'Ivoire est devenue encore plus belle. Moi, je dirais dans le jargon des enfants que la Côte d'Ivoire est zo sous le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire et Zo, en plus de contribuer à l'amélioration de la fluidité routière dans la capitale économique, ce pont, par son architecture majestueuse, vient en rajouter à la beauté du paysage abidjanais. Véritable atout touristique pour la Côte d'Ivoire, il occupera certainement les premières places sur d'éventuelles cartes postales Made in Côte d'Ivoire. En attendant de se faire photographier sans mesure, il est une véritable fierté pour les Ivoiriens qui étaient nombreux à se rendre sur ce pont après son inauguration, en vue d'apprécier de plus près son charme et son envergure. Satisfaction générale des premiers automobilistes à l'emprunter. Il exprime au micro de nos reporters. Aussitôt inauguré, le pont à Auban est envahi par des visiteurs venus contempler sa beauté. Avec ce pont, la Côte d'Ivoire rejoint le cercle restreint des pays africains dotés d'un ouvrage d'une telle envergure. Il est d'ailleurs le plus grand de toute l'Afrique de l'Ouest francophone, avec son pylône qui culmine à 108 mètres. Très joli à voir, de passer sur le pont, et puis c'est bien fait. Très très joli. On voit que le président a fait un bon travail. On voit les travaux, c'est intéressant. Donc nous sommes fiers de lui. Le bonheur est encore plus immense chez les premiers automobilistes et transporteurs qui ont le privilège de traverser le pont. Un plaisir de circuler sur cette voie-là. La chaussée est très bien faite et puis c'est un ouvrage de qualité digne de la Côte d'Ivoire. Les transporteurs routiers de Côte d'Ivoire se réjouissent de la construction de cette infrastructure qui va avoir un impact positif sur leur exploitation, un impact positif sur la rentabilité de leurs affaires. Gain de temps et confort de circulation, en plus du prestige et du charme, l'infrastructure est d'une utilité capitale pour les communes bénéficiaires. Je dis vraiment félicitations, non seulement au président de la République, mais à tout le gouvernement, parce que ça nous permet de désengorger un peu nos voies. Ce reliement entre Cocody et Plateau, c'est une bonne occasion pour nous et félicitations. Et on espère que ça va jouer sur la fluidité routière. La gestion quotidienne de l'ouvrage sera assurée par l'AGERoute. L'agence de gestion des routes entend lui garantir un rayonnement permanent. Nous allons faire un suivi régulier pour que l'entretien soit correct. Nous avons aujourd'hui une direction qui s'occupe essentiellement des ouvrages, à savoir la direction des ouvrages qui en son sein a toutes les compétences pour pouvoir entretenir cet ouvrage. 4 années de dur labeur pour parvenir à ce résultat. Une expérience inédite à laquelle auront participé avec fierté plus de 3000 ouvriers, techniciens et ingénieurs. Aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction totale
pour avoir contribué à petits pas à la réalisation de cette infrastructure majeure qui vient apporter une touche spéciale à l'environnement d'Abidjan et de la baie de Cocody. Le LBTP a dû contribuer depuis les fondations jusqu'à la superstructure. C'est naturellement un sentiment de fierté pour le LBTP parce que de tels ouvrages, ça ne se rencontre pas tout le temps. Donc quand on y a contribué et quand on voit que l'ouvrage, il est là et qu'il est solide, je pense qu'on ne peut qu'être satisfait d'y avoir contribué. Tout comme le parc des expositions de Port-Bouët, le 5e pont d'Abidjan est un joyau architectural, fruit du génie de l'architecte Pierre Fakouri. Il reçoit les honneurs et félicitations du chef de l'État, Alassane Ouattara. Un reportage de Khalil Diomandé, un pont qui la nuit s'illumine, sa garde-robe est riche de parures, il mettra de nouvelles couleurs au gré de l'actualité nationale. Hier, 12 août, marquait la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, une fête civile approuvée par l'Assemblée générale des Nations unies suite à une recommandation de la conférence mondiale des ministres de la jeunesse tenue le 17 décembre 1999 en Côte d'Ivoire. Cette journée a été observée via des campagnes éclatées liées à la promotion de la paix sur l'ensemble du territoire national. Célébration pilotée par le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Les détails avec Walter Amadou Ouattara. Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. C'est par groupe de 100 volontaires que les jeunes portent le message de paix. Les éléments de langage, civisme et citoyenneté, année de la jeunesse pour la paix. 100 jeunes pour la paix. Siba, OK pour la paix. Pour dire que nous joignons à l'initiative du ministère de la Jeunesse à travers la direction du civisme et de la citoyenneté pour parler de paix autour de nous. L'activité semble trouver écho favorable auprès des étudiants qui s'engagent à contribuer à la promotion de zéro violence avant, pendant et après les futures échéances électorales. Pour une élection apaisée, il appelle chaque parti politique à baisser le ton et surtout les partisans aussi, puisque souvent les partisans même mobilisent les sympathisants à aller barricader les voies. Nous allons nous accompagner dans les activités et aussi promouvoir aussi la paix sociale. Ces activités conduites par la direction du civisme et de la citoyenneté s'inscrivent dans le cadre de la commémoration chaque 12 août de la Journée internationale de la jeunesse approuvée depuis décembre 1999 par l'Assemblée générale des Nations unies. Dans le cadre de l'année de la jeunesse en Côte d'Ivoire, il était important que les jeunes puissent véritablement parler de paix à d'autres jeunes, mais aussi à toute la population entière. Parce que les échéances électorales sont à venir. Et donc c'est important que les jeunes aillent vers d'autres jeunes pour pouvoir sensibiliser déjà à la paix, à la fraternité, à la cohésion. Autre lieu, même objectif. Les commerçants, les passants et résidents de la commune d'Adjamé sont approchés. Les chefs-lieux des 14 districts du pays bénéficient également, de façon concomitante, de ces séances de promotion au renforcement de la paix. En économie, l'heure du partage d'expériences et de compétences a certainement sonné entre l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny et la Caisse des dépôts de consignation de Côte d'Ivoire. La CDCCI offre des opportunités aux ingénieurs de cet institut, partenariat scellé par une signature de convention entre les deux entités. Serge Collier. La CDCCI, la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, ouvre ses portes aux étudiants de l'INPHB, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Le directeur général Lassina Fofana et le docteur Moussa Diaby, premier responsable de l'INPHB, ont conclu un accord de partenariat. Nous avons une mission extrêmement importante, celle de contribuer au financement de l'économie et de mobiliser essentiellement des ressources additionnelles. Mais tout cela doit se faire avec un capital humain bien formé. Nous pourrons mettre à niveau nos cadres, d'une part, et d'autre part également permettre aux étudiants de cet institut de trouver en la CDC un terrain de mise en œuvre de ce qu'ils ont appris sur le terrain. L'INPHB, aujourd'hui, pour son développement, a nécessairement besoin d'un rapprochement avec le secteur productif. Ce que nous faisons aujourd'hui est la concrétisation justement de ce plan de développement. L'INPHB se présente comme le fleuron de la formation des ingénieurs et techniciens supérieurs en Afrique avec un système de qualité.
En religion, direction la France, la ville de Lourdes, où des pèlerins ivoiriens ont pratiqué le chemin de croix, une étape importante de ce pèlerinage qui permettra assurément de fortifier leur foi. Grâce Kondo, notre reporter, témoin de ce parcours. Le chemin de croix résume les différentes étapes des souffrances vécues par le Christ, de son procès jusqu'à sa crucifixion à Jérusalem. Il représente pour les fidèles un temps de prière, de pénitence et de conversion. Dans cette dynamique, les pèlerins du groupe Jean-Paul Noubou, présents à Lourdes, se sont engagés à entreprendre une démarche de repentance et de purification. Ce chemin de croix nous permet de vraiment tout déposer au pied de la croix. C'est un nouveau départ pour nous. On sait que le Christ a donné sa vie pour acheter tous nos péchés. Donc quand on sort de ce chemin de croix, c'est comme si on venait de renaître. Notre vie, c'est des croix qu'il faut porter. Porter la croix de chacun de nous, porter la croix de chacun des pèlerins. La vie, c'est un perpétuel recommencement. Avec toutes ces meurtrissures, ces douleurs, nous rebondissons. C'est ça le symbole de la croix. Ce sacrifice vécu par le Christ est le témoignage de l'amour qu'il porte pour l'humanité. Jésus va mourir sur la croix, mais à la fin, il sera ressuscité. Mais il est passé d'abord par les difficultés, par la souffrance. Nous invitons ces enfants, ces disciples, à vivre réellement tout ce qui est proposé comme exercice de piété pour vivre pleinement leur chemin de croix. Après le chemin de croix, les pèlerins vont vivre d'autres temps forts qui ont marqué la vie du Christ. Et dans l'actualité internationale sur la situation au Niger, une délégation de religieux du mouvement wahhabite a été reçue à Niamey hier samedi, à 12 août 2023. Ces guides religieux ont rencontré le Premier ministre nommé par la junte, Halima Haman Lamine Zein, qui les a accueillis sur le tarmac de l'aéroport. Cette délégation s'est entretenue avec le chef de la junte au pouvoir, Abdourahmane Tiani, en personne au sein du palais présidentiel. D'autant que la délégation de religieux du mouvement wahhabite s'est félicitée de la teneur de ces échanges dont ils rendront compte au président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu. De son côté, Halima Haman Lamine Zein, le Premier ministre nommé par la junte, a dit avoir plaidé pour la levée de sanctions afin de permettre un retour à une situation de normalité au Niger. Place à présent au magazine de ce 13h. La peste porcine africaine sévit en ce moment en Côte d'Ivoire, dans certaines villes. Y a-t-il lieu de s'inquiéter? Quelles sont les mesures prises pour faire face à la maladie? Autant de questions et bien d'autres qui seront abordées au cours de ce magazine du dimanche avec notre invité, le docteur Kalo Vessali. Docteur Kalo Vessali, qui est directeur des services vétérinaires au ministère des Ressources animales et halieutiques. Docteur, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors docteur, on parle de peste porcine africaine. Cette maladie, elle ne touche que l'Afrique, on ne la retrouve que sur le continent africain. On l'appelle peste porcine africaine parce qu'à l'origine, elle vient de l'Afrique. Mais aujourd'hui, on la retrouve sur plusieurs continents. En Europe, en Asie et même dans les Caraïbes. Donc la maladie s'est propagée sur pratiquement tous les continents. Alors quelles sont les caractéristiques de cette maladie ? Alors, c'est une maladie d'abord virale, qui est due à un virus et qui est hautement contagieuse. Elle est hautement contagieuse dans la population porcine, c'est-à-dire les porcs domestiques et les porcs sauvages. Et donc, elle peut atteindre un taux de mortalité de 100%. Donc, ça veut dire quoi? Lorsqu'elle arrive dans une exploitation, au bout de 5 jours, vous pouvez perdre la quasi-totalité de vos porcs. Et cette maladie-là, elle est vraiment spécifique aux porcs. Elle n'est pas transmissible à l'homme. Et la difficulté dans la peste porcine, c'est qu'il n'existe pas de traitement spécifique, il n'existe pas non plus de vaccin. Par conséquent, la méthode la plus idoine, c'est les mesures sanitaires strictes. Alors docteur, à quel signe peut-on reconnaître une bête qui souffre de cette maladie? S'il y a des signes apparents. Il y a des signes apparents, mais qui peuvent être très rapides. Dans la forme aiguë, vous n'avez aucun signe. Le matin, vous avez observé vos porcs, vous revenez à 17h, ils sont tous morts. Ça, c'est une forme aiguë. Mort subite. Mort subite. Ça, c'est un signe d'alerte fondamental. Par contre, il peut avoir une forme moins rapide, avec une perte d'appétit au niveau des animaux, des rougeurs sur le corps et des mortalités commencent à suivre, progressivement jusqu'à atteindre 100%. Donc, c'est vraiment la mort subite, des taches de rougeur et des mortalités inhabituelles dans votre exploitation qui doivent attirer l'attention des éleveurs. Alors comment l'éleveur pourrait s'y prendre pour justement veiller à ce que son bétail ne soit pas affecté par ce virus?
en termes de contrôle? Est-ce qu'il doit se réveiller tous les matins, aller vérifier l'état de son cheptel? Quelles sont les opportunités qui s'offrent à lui en termes de suivi? Oui, très belle question. Vous voyez, l'élevage est un métier. Il faut apprendre à être éleveur. Et l'élevage commence par la conception du bâtiment d'élevage. Si vous concevez mal le bâtiment, vous n'allez pas pouvoir gérer les entrées et les sorties de votre exploitation et vous n'allez pas pouvoir nettoyer et désinfecter correctement l'exploitation. Donc du coup, le risque d'introduction devient élevé. C'est pour ça que nous demandons aux éleveurs de mettre en œuvre des mesures de biosécurité qui commencent par la conception. Donc le premier principe, c'est l'isolement de votre exploitation. L'exploitation doit être isolée par une barrière physique, c'est pour ça qu'on demande de clôturer l'exploitation, ou bien très éloignée d'autres élevages, parce qu'il faut un minimum de distance entre deux fermes. C'est très important. Ensuite, il y a le contrôle des entrées. Qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort de votre exploitation? Tout ce qui rentre doit être propre. Les personnes qui rentrent, les personnes étrangères n'ont pas accès à un élevage. C'est que les professionnels de cet élevage-là qui doivent avoir accès. Et avant d'entrer, il faut se changer. Il y a la tenue de ville et il y a la tenue de travail. Il faut se désinfecter les mains. Vous voyez, une exploitation d'élevage doit avoir au moins un dispositif de lavage des mains, au moins un minimum de vestiaires pour qu'on puisse enlever tout ce qui vient de dehors et pénétrer dans l'exploitation. Pourquoi toutes ces mesures drastiques? Parce que quand vous avez affaire à une maladie comme la peste porcine, où le virus il est assez résistant dans le milieu extérieur. Alors donc même la matière fécale, vous allez patauger dans la matière fécale, vous visitez une ferme et vous sortez dans votre paire de bottes, vous avez quelques matières fécales. Si vous allez dans une autre ferme et qu'il n'y a pas de pédiluve, c'est-à-dire d'endroit pour se laver les bottes avant de pénétrer dans cette exploitation, vous allez introduire le virus dans cette exploitation. Là, on parle justement du mode de transmission de ce virus, n'est-ce pas? Très bien. Alors donc le mode de transmission, il est classique. Il peut être direct, c'est-à-dire d'un animal sain, c'est-à-dire l'animal est sain. Quand il côtoie un animal malade, il y a une transmission directe. Donc, du malade côtoyer, à l'animal. côtoyer. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par côtoyer? Côtoyer, je vous donne un exemple simple. Beaucoup d'éleveurs, ils veulent améliorer la performance de leurs animaux. Et ils ont découvert que chez le voisin, il a un très bon verra qui donne des petits qui grossissent très rapidement. Alors, ils décident d'emprunter le verra du voisin pour l'introduire dans sa ferme. Mais pour ça, il faut connaître le statut sanitaire de cet élevage. Est-ce que l'élevage là est suivi par un vétérinaire? Est-ce que le statut de l'élevage est indemne? Alors donc, vous prenez un animal qui peut être en incubation pour dire qu'on peut faire la maladie, on peut avoir le virus sans exprimer la maladie pendant 7 à 15 jours. Et donc, si vous êtes dans cette période-là, vous allez prendre un animal porteur, l'introduire dans votre ferme. Donc, il va côtoyer vos animaux qui sont sains et en ce moment-là, vous pouvez faire la maladie. Et deuxième chose très dangereuse dans le mode de transmission, il peut être indirect. C'est-à-dire, ce n'est pas les animaux malades qui viennent contaminer vos animaux. Ça peut se faire par l'homme qui devient un vecteur. C'est-à-dire un homme qui part, celui qui part par exemple acheter des porcs de ferme en ferme, il rentre dans une ferme qui n'a pas de mesures de biosécurité, donc il transporte le virus dans une autre ferme parce que pendant les achats, il a besoin de voir les animaux, voir quelles sont les tailles des animaux avant de discuter le prix. Ce qui est très dangereux comme attitude à faire. Donc, il y a la forme directe et la forme indirecte. Un autre élément très important, c'est la nutrition, les aliments. Beaucoup d'éleveurs nourrissent leurs porcs à partir de restes d'aliments. Et ça nous ramène au premier cas de peste porcine en Côte d'Ivoire, en 1996. C'est à partir d'une poubelle à Cocody, des produits charcutiers, que l'éleveur pose devant certains domiciles, il récupère et il nourrit ses porcs. Et c'est à partir de là qu'on a eu la première flambée de peste porcine. Et quel fut le dénouement, justement, de la première épidémie? La première épidémie, il y a eu plus de 100 000 porcs abattus. Et l'État de Côte d'Ivoire a dépensé près de 1,8 milliard de francs CFA. Et heureusement, avec cette riposte très forte, la Côte d'Ivoire avait réussi à éliminer la maladie. Et donc, de 1996, l'épisode qui a suivi, c'était en 2015. Donc, il y a eu plus de 10 ans
d'accalmie, ce qui a permis à la filière de se reconstruire progressivement. Alors, docteur, fort de toutes ces expériences, est-ce qu'au niveau du ministère, des formations sont organisées à l'endroit justement des éleveurs pour les préparer à ce genre de situation? Oui, merci. Ça, c'est une très belle question parce que gérer les urgences réside dans la préparation. Alors, si vous regardez le ministère des Ressources animales aujourd'hui, il y a de nombreuses réformes qui ont été effectuées, notamment des réformes au niveau de la santé publique vétérinaire. Présentez-nous ces réformes. Alors, nous avons d'abord la politique nationale de développement de l'élevage qui a été adoptée en 2022. C'est la nouvelle politique. Et dans cette politique, il y a 5 axes. Et l'un des axes qui est dédié à la santé publique vétérinaire et qui a 2 axes stratégiques, l'amélioration de la santé animale et l'amélioration de la sécurité sanitaire des denrées animales d'origine animale. À travers l'axe stratégique 1 qui concerne la santé animale, aujourd'hui l'État a mis en place ce qu'on appelle la cellule des opérations d'urgence qui permettent de réagir rapidement. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est la mise en place des groupements de défense sanitaire, c'est-à-dire des groupements constitués d'éleveurs et des vétérinaires. Et on le voit, vous prenez la situation à bras-le-corps. Professeur, aujourd'hui, quelle est la situation concrète en Côte d'Ivoire par rapport à cette épidémie? Aujourd'hui, nous sommes passés le 26 juillet, nous avons détecté le premier cas. Et dans la semaine qui a suivi, les 3 zones, c'est-à-dire Bangolo, Botro et Soubré, ont fait l'objet d'abattage sanitaire. Boaké, Soubré plutôt, c'est 3 exploitations qui ont été, les animaux ont été abattus et assainis, c'est-à-dire désinfection. Le cas de Botro, c'est la même chose. Et à Bangolo, c'était un village, et donc il y a eu de la désinfection. Alors aujourd'hui, on passe d'un risque élevé au stade du risque modéré. Parce que depuis l'assainissement de ces foyers-là, depuis l'abattage sanitaire, aujourd'hui, ça fera environ 9 jours où on n'a plus de nouveaux cas. Donc tous les foyers de contamination sont circonscrits? Les foyers sont circonscrits et nous, on applique la police sanitaire. Et la police sanitaire dit qu'il faut d'abord procéder aux abattages, la désinfection et ensuite la surveillance pendant 6 mois. Donc nous allons surveiller pendant 6 mois avant de décréter que la maladie est totalement éliminée. On peut donc parler de maîtrise parfaite du terrain par vos équipes? Oui, maîtrise parfaite du terrain par nos équipes, mais aussi par l'implication de l'interprofession avicole, qui dès les premiers moments, ils se sont vraiment impliqués parce qu'ils ont des GDS et c'est les éleveurs qui rapportent les cas. La force d'une intervention, c'est dans la détection rapide. Et donc, c'est parce que les éleveurs sont de plus en plus informés et formés. Et il y a cette collaboration entre le ministère des Ressources animales et des éleveurs qu'il y a beaucoup plus de promptitude et moins de dégâts. Professeur, cette maladie présente-t-elle un danger pour l'homme? Non, je le redis, la peste porcine est spécifique au porc, donc elle n'est pas transmissible à l'homme. On peut rassurer nos amis du Congo. Merci de rassurer ces populations qui vous écoutent. Professeur, la viande de porc est une viande très consommée. Doit-on craindre de la voir disparaître sur le marché? Non, pour le moment, il n'y a pas de crainte parce que le mal a été circonscrit. Alors, on ne dira pas qu'il y a 0 risque parce que nous sommes dans un environnement, nous vivons dans une sous-région où la maladie est endémique dans certains pays. Alors donc, pour nous, le plus important, c'est la capacité de réaction face à tout nouveau cas. Alors dites-nous de façon générale, quelles pourraient être les conséquences d'une telle maladie sur l'économie d'un pays? Une telle maladie, je vous vois aujourd'hui, la filière porcine, c'est plus de 600 000 porcs. Alors donc, et nous avons tous les maillons de la chaîne de valeur, c'est-à-dire depuis la production du porc jusqu'à la charcuterie, jusqu'à la restauration collective. Alors 600 000 porcs, on a plus de 100 milliards de chiffres d'affaires et plus d'une trentaine de milliers d'emplois. Alors donc, lorsque cette maladie, si on ne maîtrise pas la maladie, ça détruit tout l'effort que l'État a fait pour développer cette filière-là, alors que c'est une filière qui est l'une des filières les plus importantes en matière d'élevage en Côte d'Ivoire. Et ensuite, dans le milieu rural, où les populations pauvres vivent avec les porcs coureurs, ces porcs-là soutiennent ces populations. Beaucoup de populations, que ce soit au nord ou au sud, vivent de culture de rente. Je prends par exemple le cas du cacao ou bien de l'anacarde ou du coton. Mais il y a des périodes, il faut attendre la traite. Mais les phases intermédiaires, lorsqu'un enfant est malade, on peut vendre un porc pour résoudre le problème. À la rentrée, on peut vendre 2 porcs pour acheter
les effets scolaires des enfants. Merci docteur Kalo Vessali. Je rappelle que vous avez tout à l'heure donc rassuré les populations, la situation est sous contrôle. C'est donc la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Ce 13h dans le cadre du Dimanche Magazine, nous recevions le docteur Kalo Vessali, directeur des services vétérinaires au ministère des Ressources animales et halieutiques, avec qui nous avons parlé de la peste porcine africaine en Côte d'Ivoire et les risques que cette maladie pourrait avoir sur le développement de l'élevage dans notre pays. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.